Je voudrais que Sylvie monte. Tu peux monter 2 minutes? Voilà, je vous présente Sylvie Ladure, qui travaille avec moi, qui vit avec moi et qui fait que, au fond, on arrive maintenant à construire les idées que j'ai construites virtuellement pendant des années avec la peinture, avec des collaborations avec des architectes, avec des scénographies, enfin beaucoup d'interventions dans tous les genres. Et puis, comme je ne suis pas très organisé, finalement, Sylvie a ramené son renfort logistique qui fait que tout ce que j'avais dans la tête peut se matérialiser. Donc voilà, je voulais vous présenter Sylvie Ladure. Je vais commencer par faire une petite lecture parce que je trouve que... Est-ce qu'on peut mettre la photo du départ? Parce qu'au fond, j'avais écrit un texte dans le livre de Claude Parent et pour la Biennale de Venise il y a 2 ans, qui au fond me situe bien, je crois, dans la réflexion que j'ai sur l'architecture et les interrogations. Et si vous voulez, après ce texte qui dure 10 minutes, on aura des photographies sur lesquelles je pourrais expliquer les projets, comment je travaille et comment on réfléchit. Donc si vous voulez bien subir cette petite lecture, je commence. Ça s'appelle Architecture ouverte. Les courants qui gèrent le développement et la production d'architecture se situent majoritairement, sans grand remords pour les uns, avec conviction pour d'autres, dans la théorie des fonctions séparées. À l'intérieur, on trouve plusieurs catégories. Ce n'est ni poids lourd ni poids plume, mais plutôt équipement, bureaux, logements, œuvres monumentales, etc. Assez nettement répertoriées, elles ne se mélangent pas et restent dépendantes et soumises aux mécaniques d'expansion urbaine qui, elles-mêmes, dépendent des théories géopolitiques dictées par l'économie. Cet ensemble décide des populations, des fonctions et des réseaux, dicte les surfaces, les densités et l'appartenance du construit programmé à telle ou telle catégorie. Cette mécanique, essentiellement construite sur des principes rentables, laisse très peu d'espace à l'esthétique. Elle prédéfinit le style et la manière que l'architecte prédéfinit lui aussi et choisit dans la catégorie correspondante, n'aura plus qu'à illustrer de façon complaisante. Quand je dis complaisant, c'est au choix imposé, à la théorie générale et à sa frilosité rationalisante, à ceux qui la défendent et qui, n'ayant Dieu que pour leurs petits, repoussent assez vigoureusement les propositions dissidentes et innovantes, considérées comme non rentables et critiques. Les principes et les hommes qui la servent s'accommodent mal des transversalités. Dans ce climat opaque, l'émergence de réelles propositions reste très difficile et les réalisations très rares. Si la réelle vocation de l'architecture se doit d'être un état d'élaboration permanente et la mise en œuvre de propositions innovantes et critiques, l'obstruction qui lui est faite est lourde. Elle est particulièrement dans la catégorie logement collectif et social, qui, plus que les autres, est soumise à l'économie et aux politiques, alors que plus que les autres, elle devrait, pour rester vivante, s'enrichir des réflexions transversales. En dehors de l'évolution marketing, de l'enveloppe et du vocabulaire ronflant qui permettent de transformer la barre en résidence sans changer la barre, rien n'est réellement tenté, rien n'est fait. À l'opposé, très admirée et très courtisée, on trouve la catégorie œuvre monumentale. Sans m'en désintéresser tout à fait, je ne suis pas soucieux de son état ni de son avenir. Il y aura toujours quelques grands maîtres plasticiens préoccupés de superbe pour la magnifier. Il y en a, j'avoue que leurs œuvres m'intéressent peu. Virtuose, souvent facile et sans critique, sinon simpliste et autoritaire, je n'y trouve pas le sens que je cherche. Vidée des réflexions majeures sur l'état social et les hommes, la construction magistrale de tel ou tel principe plasticien reste décorative, elle n'arrangera pas nos villes ni l'état du monde. Poudreuse yeux politicienne, mais bénéficiant du prestige qui porte à la renommée le maître d'ouvrage et l'architecte, la manière œuvre monumentale a tendance à s'étendre à toutes les catégories. Le moindre bâti voulant prétendre à l'œuvre. Cette affiliation flatteuse qui se voudrait théorie d'architecture est excessive et déplacée. Ce n'est plus l'urgence, et dans les principes avancés, je ne vois que démonstrations d'écoles plus ou moins redondantes, plus ou moins audacieuses, parfois astucieuses et élégantes, mais toujours allégeantes à notre chère et grande théorie qui, elle, n'est jamais questionnée. Bien au chaud à l'intérieur de ces principes bloqués, il faut à tout prix être plastiquement original, absolument photogénique, forcément publiable. La photographie peut valoir la carrière. On pourrait dire, observateur venant d'ailleurs, que cet état est devenu principe. Dans ce climat très narcissique, tout bâtiment, toute catégorie confondue,
est prétexte à monumentalité. Il n'est pas bon si on veut réussir, et il faut réussir si on veut travailler, de concevoir des objets discrets, non photogéniques et donc impubliables. Il est encore moins bon de s'opposer à la théorie dominante ou simplement de la discuter. Les individus qui doutent sont classés dans la catégorie déprimés emmerdants. Cette obligation d'écriture optimiste et originale flirte assez complaisamment avec l'apologie du vide hygiéniste et sécuritaire et concourt avec elle à transformer les mitoyens en voisinage distant, en parking d'espaces verts, plateaux d'exposition, de champs de tir stylistiques, éclatés et tristes, seulement chargés de mettre en valeur le concepteur et son habileté à mettre en forme la fonction imposée par le concept global. La rivalité de salon entre transparence ou compacité ne s'oppose pas à la production des objets quatre faces, séparés les uns des autres, définitivement détachés et solitaires. Si cet état détaché ne correspond pas souvent à une attitude ou à une conscience théorique très précise de la part des auteurs, il correspond très bien à une vision d'ensemble de nos sociétés, obnubilée par une idée de la beauté propre, ordonnée, efficace, vendeuse et autoritaire. En proposant des objets détachés, l'architecture impose des objets entiers et clos. L'architecte, en les construisant, semble oublier qu'une énorme part de l'architecture, et plus particulièrement la catégorie logement, n'est pas destinée, comme l'œuvre d'art, à être une œuvre en soi unique et fermée, que le référent art demeure une valorisation recherchée pour ses appuis théoriques, quelque peu galvaudée par l'architecte, ne justifie pas que l'architecture se conçoive elle aussi unique et fermée. Pour ne pas être seulement publicitaire ou design, elle a besoin des autres pour vivre et vieillir. Je n'ai aucune attirance pour le design et sa vision du bonheur. Le record du monde de la transparence ou du reflet ne m'inspire que des réflexions molles et à peine plus passionnées que celles que pourrait m'inspirer le record du lancer du poids ou tout autre record. Le challenge du plus haut, plus long, plus ceci, plus cela est à la mode, et je crains qu'il ne fascine que les futurs auteurs et leurs futurs exploits, pour s'éloigner un peu plus encore de l'attente des habitants. Les combats d'école et l'attirail pseudo-artistique, souvent racoleurs, ne font qu'ajouter à la complaisance et à la confusion. La lecture de ces univers prétendus non perfectibles et étanches me désespère et m'ennuie. Je cherche ailleurs, dans la vie et ses désordres, dans la rue, dans les temps superposés, les banalités, les hybrides et les métissages, dans l'imparfait, les défauts et les erreurs. Je cherche dans les collages et le fouillis des écritures, leur rencontre organisée et aléatoire, l'imbrication des fonctions et des activités. Je ne crois pas à la vie parfaite dans un monde parfait, construit de monofonctions séparées et sanctifiées par des chefs-d'œuvre agglutinés. Cette idée monumentaliste n'est que collaborante d'une théorie économique spéculative qui a absolument besoin de se vendre. Convoitée par un personnel politique convaincu que ses vertus électoralistes, engluées mais protégées par une administration hygiéniste et sécuritaire, l'architecture règne en despote sur le goût et l'identité. En s'appropriant le monopole de l'harmonisation du construit, et surtout celui du construit habitable comme mission supérieure, elle propose des objets autoritaires, consommables tout de suite, mais incapables d'outrage et de rides, condamnés à la perfection, immobiles ou jetables, sans souvenir, seulement attentifs à la mode ou à ses principes, détachés des hommes obstinément isolés. Cette hypertrophie d'architecture administrative et d'architectes conquérants m'inquiète. Elle prend trop de place, je n'ai pas envie d'y vivre. Les esthétiques autoritaires m'ennuient, je ne pense pas qu'ils puissent prétendre à la vie et à sa modernité. Si l'on s'accorde pour comprendre la modernité, non comme un état définitif, mais comme l'état présent et précaire de l'objet inscrit dans un processus d'évolution, il faut concevoir des principes ouverts. Une architecture fermée ne peut représenter qu'un état passé, et cette idée est monumentaliste. Au lieu de prétendre au contrôle de la totalité de son écriture, il serait plus intéressant de concevoir des stratégies et des structures accueillantes, capables dans leur équilibre d'accepter les désordres des autres et à venir pour devenir un jour peut-être architecture. Beaucoup de bâtiments ou d'ensembles anciens sont admirés pour leur capacité à se magnifier, des sédimentations écrites sans ménagement les unes aux autres. Quelle beauté plus digne qu'une autre, pour quel usage, quel temps lui laisser vivre? Pourquoi placer le beau avant la vie? L'architecture ne pourrait-elle pas à nouveau nous offrir l'immense liberté et richesse d'échapper au penchant accentué des démocraties industrielles à produire des modèles autoritaires? N'est-il pas possible
coincés entre nos monomodèles qui guident la beauté de nos dents et de nos brosses à dents, de nos automobiles et de nos pensées, de nos sacs en plastique, la forme et la couleur des pommes et la santé de nos vaches, de rendre leur beauté et leur place à l'aléatoire, à la spontanéité, au mal fichu, moins réfléchi, seulement désiré, nécessaire mais vivant. Il n'est pas question d'un tout aléatoire mais de désordre dans l'ordre, à la place de l'ordre dans l'ordre, comme théorie. Il n'est pas question que l'architecte abandonne son savoir d'organisation et de structure, ou qu'il jette son talent d'harmonie. Il est question de concevoir l'usable et pas l'inusable, le non fini et pas le fini, les capacités à la vieillesse, la souffrance, la réparation et la modification, la déformation, le mélange des fonctions et des formes comme qualité esthétique et architecturale. Pas après la mort, dans 200 ou 300 ans, mais tout de suite. Que les autorités ne s'inquiètent pas, nous sommes suffisamment sous influence et autocensure. Les temps de réaccoutumance sont longs, la liberté et l'initiative sont des principes très difficiles, surtout si on ne les apprend plus. Il est hors propos pour notre société comme pour l'architecte de considérer le non maîtrisé comme beau. Il est hors propos pour l'architecte de ne pas en être le maître, Il apprend le beau comme une équation savante, œuvre ou fragment d'œuvre méticuleusement équilibré. Pour dénouer cette idée particulière, il faudrait supprimer l'idéal de l'œuvre et de son maître. Architecte, maître de l'œuvre. L'œuvre évoque le sublime, mais aussi le fermé. On ne touche pas à une œuvre. Et si l'architecture est œuvre, je ne peux pas y vivre puisque je ne peux pas y toucher. Le comble est atteint quand il s'agit de logements collectifs, réfléchis comme monumental, élevés au rang d'œuvre, fragments uniques, immortels, indiscutables et finalement carcérales. Que le monumental s'immortalise par les concepts et les matières les plus dures, les plus infrassables, invariants et indestructibles, en empruntant des plastiques radicales, c'est son rôle. C'est son rôle de ne pas faiblir, intouchable et au-dessus des beautés éphémères. Que l'on sanctifie l'immeuble d'habitation, y compris la forme et la couleur de ma porte, n'a que le sens d'une peur que l'œuvre s'use et s'oublie, et sait-on son auteur avec. L'informatique, en permettant de dessiner et de contrôler d'un même élan la surface rationalisée de la chambre à coucher, correspondant à la nature rentable des façades, sans négliger la nature et le modèle de la vis de la poignée de porte, offre un peu plus encore à l'architecte et à l'ensemble des acteurs de la construction l'inestimable pouvoir de définir des objets économiquement, techniquement et administrativement sans faille, ordonnés, désignés comme esthétiques. Les technologies se durcissent, seuls les professionnels possèdent les techniques et l'outillage nécessaires à la réparation ou à la modification qui sera tolérée par l'administration et l'architecte. Les matériaux suivent, le verre supplante le béton qui supplantait déjà le plâtre, le bois, le torchis et le moellon, la pellicule de granit poli remplace le bloc de pierre, la découpe laser élimine le burin et le rabot, l'hypercourbe remplace l'arrondi, la lasure condamne la mousse. Si malgré tout quelques édifices peuvent prétendre à une certaine élégance glacée, ils restent inaccessibles au charme, ennuyeux et mortifères, ignorant les uns aux autres, exclusivement extérieurs pour qu'on ne les remarque, les publie et les vende mieux. À force d'imposer l'intouchable et de protéger ce qui n'est construit que par le seul maître d'œuvre, pour ne plus autoriser et supprimer ce qui serait aléatoire et vivant, nos villes se banalisent et se ressemblent, s'asphyxient et s'emmerdent, d'un bout à l'autre de nos petits mondes chics. Population chic, embouteillage chic, travail chic, architecture chic, luminaire, pissotière, signalétique, transparence, reflet, déodorant, contrôle de l'air du café-bar, un glacial, climatisation et menus surgelés, interphone, téléphone portable, digicode, Hilton, double vitrage, insonorisation, musique obligatoire, carrefour giratoire, parc-mètre, PV, police, sirène, contrôle d'identité. Plus d'étranges et plus d'étrangers, plus de dangers, plus d'artisans, plus d'odeurs, plus d'ordures, plus de misère. De retour, la misère, elle aura la difficulté supplémentaire de ne plus pouvoir accommoder les restes. C'est chic, le bonheur absolu gagne, l'architecture n'a pas résisté au raz-de-marée, l'architecte non plus. Faut-il tant d'architecture pour vivre? Si changer les volets de ma fenêtre doivent déranger l'architecture, son administration et l'architecte? Quelle serait la définition de l'erreur architecturale ou de l'erreur esthétique? Si elles existent, les villes que j'aime sont des montagnes d'erreurs. Construites avec moins d'architecture, moins d'architectes, moins d'argent,
Plus de temps, plus de liberté, plus de mauvais goût, beaucoup d'imaginaire, de fonctions mélangées et de vie. C'est dans ces montagnes que je trouve de l'air, des richesses et des beautés, et c'est là que je cherche. Les rapports entre ordre et désordre, les processus d'évolution et de sédimentation, les couches, les formes rattachées et leur temps relatif m'intéressent. C'est dans la profusion et le désordre des formes et des couleurs que je trouve la vie, les architectures que j'aime. Émouvante, bâtie de savoir-faire culturel ou de techniques approximatives et fragiles, éphémères, modestes, naïves et personnelles, peu savantes mais souvent intelligentes, toujours renouvelables et ouvertes, je préfère leur disharmonie supposée ou réelle, aux plasticité imposée, aussi savante soit-elle, mais hégémonique. Ce que je cherche est dans le partage de l'ordre et du désordre. Ces hypothèses sont assez difficiles à débattre, impossibles à construire. Elles ne sont pas enseignées ni chez les enfants, il le faudrait de toute urgence, ni chez les étudiants. Le sujet, trop polémique ou trop faible, pas assez rentable, n'est pas en cours dans le monde de la construction démocrate, et malheureusement guère plus dans le petit cercle des architectes et commentateurs préoccupés de construire l'immortalité. L'idée que l'on puisse partager l'initiative d'une production esthétique est une idée qui s'évapore. Elle se brûle à l'écoute distraite, au regard dédaigneux et au vocabulaire fatigué d'une profession qui peut-être, pour survivre, a fait son lit des pratiques économiques dominantes, sans résistance. Si ce rayonnement culturel ne touche pas qu'à l'architecture, il touche aussi l'architecture. Les utopies se sont fracassées à la réelle architecture, et comme si les problèmes étaient réglés une bonne fois pour toutes, on ne discute plus d'architecture, ni des hommes, mais de masse, de couches, d'implantation et de déplacement de population, au pouvoir d'achat contrôlé, dans des parcs de logements construits sur le modèle résidence à balcon filant, ou pavillonnaire périurbain, suffisamment distant de la ville pour contourner le douloureux problème foncier. On envisage et débat sans sourciller qu'il faudra pour travailler peut-être déplacer l'ensemble de la population transplantée et encore active d'est en ouest le matin et d'ouest en est le soir, en créant des réseaux surchargés, déficitaires et dépressifs. On évoque sans broncher qu'il n'est plus rentable, donc plus possible et finalement pas souhaitable d'offrir des centres-villes à tous. La vivacité et l'épanouissement de nos théories d'architecture s'arrêtent à peu près là. Après, il sera seulement question de pouvoir, de relations, de forme et de propreté. Habiter et travailler autrement, réorganiser, mélanger, redensifier, recoudre les villes, etc. sont des sujets d'école qui ont fait long feu dans la pratique quotidienne du métier. Ces questions sont plus pertinentes aux non-architectes qui, pour ne pas simplement s'accommoder, fouillent dans nos bribes de liberté, dans l'éphémère et l'irrationnel pour tenter de réorganiser leur esthétique. Voilà, je vous remercie. Alors c'était un peu long, mais voilà, maintenant je suis détendu, je peux parler de mon travail plus facilement. Donc je ne sais pas si tout est clair dans ce texte, mais c'est vrai que j'aime bien cette idée que l'architecture est quelque chose d'extrêmement compliqué et extrêmement nourri de tout ce qui n'est pas architecture. En réalité, j'ai peut-être mis le temps à m'inscrire dans ce métier. Peut-être pour cette raison, simplement, parce qu'effectivement, la pratique d'architecture est trop monoculturelle, on va dire, et qu'au fond, les histoires de béton banché ou de fondations acoustiques, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour faire un bâtiment. Il faut probablement autre chose qui est impalpable, qui est transversale, compliquée, indéfinissable, virtuelle, musicale, je ne sais pas, il faut quelque chose qui est de l'ordre du mental, simplement, qui n'est pas de la matérialité. Donc là, je vous ai apporté des petites, des boulots, enfin, qui ne sont pas... Je ne vais pas faire un cours sur mon travail, je vais simplement passer en revue les photos que j'ai amenées, et puis vous expliquer ce qui est à l'origine de ce projet. Je ne pense pas que ça dure très longtemps, et comme ça, si on peut parler un peu après, j'essaierai de répondre à vos questions. Donc ça, c'est la première photo que j'ai choisie, parce qu'elle a le titre de l'exposition. Je pense qu'en vous lisant le texte, vous avez assez bien compris le sens de mon travail, enfin de notre travail avec l'agence, avec Sylvie, qui fait qu'effectivement, d'une part, on fait de l'architecture comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments monumentaux, on va dire entre guillemets, qui sont des bâtiments de concours gagnés, puisque
Dans cette jeune agence, on a accès à des concours qui ne sont que ceux dans lesquels on nous invite, évidemment. Et donc, pour être invité dans un concours, il faut produire un dossier. Pour avoir un dossier, il faut avoir construit. Enfin bon, le cercle est long, j'ai commencé tard et je trouve que c'est quand même assez génial qu'on ait déjà fait tout ça, enfin, donc, en 6 ans. Donc il n'y a pas beaucoup d'architecture dans ce que je vous propose, il y a beaucoup de peinture, il y a des sculptures, il y a des installations. Celle-ci, c'en est presque une, c'est l'illustration qui est à l'expo d'un espèce d'idéal de logement mixte entre architecture maîtrisée et architecture vernaculaire ou aléatoire, je ne sais pas comment on l'appelle, ça dépend des goûts, mais... Et puis une technologie d'accès à l'appartement avec la voiture. Je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Donc si on peut passer à la suivante. J'ai amené ces photos pour parler du temps, parce que pour moi le temps est très important. C'est quelque chose qui modifie la forme, qui modifie l'accès à la lecture. Et cette petite feuille de carton que je traîne avec moi depuis presque 20 ans maintenant, elle me suit dans toutes mes conférences. Elle s'use petit à petit, elle s'abîme au fur et à mesure du temps. Et je le regarde se dégrader je dirais pas de conférence en conférence, mais presque. Et la tache rouge que vous avez au milieu, c'est l'empreinte d'une petite affichette qui a été punaisée par une dame, puisque c'est un support d'affiche que j'ai trouvé dans une vitrine de boulangerie. Et en passant devant la boutique, j'ai eu un coup au cœur. J'ai demandé à cette boulangère de me donner le carton du fond de vitrine. Elle n'a pas très bien compris, mais enfin je l'ai emmené. Et sur ce carton, il y avait l'annonce des croissants, ou des brioches, ou de sa production du jour. Et petit à petit, avec le soleil, on voit les trous de punaise. Au fond, la présence-absence du carton s'est détachée et a fait cette jolie tache rouge. Le reste, c'est l'humidité. Et puis le reste encore, c'est ce qui tombe par petits bouts dans mes cartons à dessin. La suivante. Ça, c'est une autre empreinte du temps, une autre façon. Je vais vous demander de passer à la deuxième photo juste après, puis d'alterner un petit peu comme ça, voilà. Mais on peut garder celle-ci. On voit pourquoi cette tache est dessinée. C'est un travail de dentelière. Et pour imprimer le dessin sur le tissu, on utilisait une feuille de papier carbone. Et avec une épingle, on perforait le dessin, on suivait les contours. Et à force de suivre les contours et de mettre du papier carbone, on a cette espèce de tache bleue qui s'est dessinée sur le premier dessin et qui laisse finalement apparaître une forme qui n'a aucun sens a priori, mais qui aurait été chargée de tout un travail. Donc ce n'est pas une forme du hasard, c'est une forme qui est le résidu d'un travail. La suivante. Ça, c'est des sculptures incluses, c'est une réflexion que j'ai entreprise il y a une dizaine d'années, peut-être plus, même 15 ans, et qui consistait à me dire qu'au fond, on pouvait faire entrer dans l'architecture ordinaire une portion d'esthétique ou de réflexion purement mentale. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de remplacer le pilastre d'une porte cochère, pardon, l'angle d'une porte cochère par une sculpture, mais de mouler vraiment cette porte cochère et de dire, c'est une hypothèse d'artiste, qu'au fond, voilà, j'ai décidé que cette partie-là serait une œuvre d'art, et donc j'ai remplacé la pierre par de la fonte d'aluminium. Et donc voilà, c'est une œuvre d'art qui a exactement la forme de l'architecture, qui est incluse dans l'architecture. Donc j'appelais ça des sculptures incluses. Alors ces sculptures incluses m'ont permis de mettre en place tout un système de pensée qui joue sur les temps relatifs, avec l'idée que le temps qui est dans l'œuvre d'art, puisque là c'est une œuvre d'art, on a une sculpture, n'est pas le même que le temps extérieur. Et donc on va jouer sur un différentiel qui permet à l'énoncé d'être mesuré en temps, alors que on va dire que l'environnement a un temps ordinaire. La suivante. Donc cette sculpture a débouché sur une série de sculptures que j'ai faites qui se rapprochent petit à petit de l'architecture, vous allez voir comment. Ça c'était en 91 ou 10, je ne sais plus. Et c'était chez Pierre Gagnère, qui est un grand restaurateur, je ne me présenterai pas, mais qui était à Saint-Étienne à l'époque, dans ce pavillon un peu démodé, 1940,
ne sait pas trop parce qu'à Saint-Étienne, l'architecture avait quelques années de retard, donc on ne peut pas dire exactement, mais et il m'avait demandé de faire une sculpture pour représenter son restaurant à l'entrée. Donc j'avais proposé cette sculpture incluse qui était un cube blanc de 6 mètres sur 6 mètres sur 6 mètres, dont on voit 2 côtes ici, puisqu'on voit la hauteur, enfin presque, la photo est un peu coupée, en largeur, et la profondeur, on la verra plus tard, rentre à l'intérieur du restaurant. Donc en réalité, ça n'est pas une création, c'était simplement la même chose. J'avais décidé que dans ce cube, tout serait blanc. Donc on a peint méticuleusement, enduit très précisément l'architecture et les mosaïques, le marbre, enfin. Donc la suivante, s'il vous plaît, pour délimiter une ligne qui donnait donc le temps intérieur et le temps extérieur. Et cette petite installation avait un contrat, enfin on avait signé un contrat avec Pierre Gagnère, comme quoi il s'engageait à l'entretenir évidemment très méticuleusement, mais surtout dans son rapport à la cuisine. Enfin, quand on fait restaurateur de ce niveau, les cuisines sont une espèce de virginité permanente, c'est nettoyer du sol au plafond tout le temps, tous les jours, et donc ce cube représentait un peu cet état virginal, en tout cas presque indemne. La suivante, s'il vous plaît, et on avait envisagé ensemble qu'on repeindrait ce cube blanc tous les ans, 2 fois par an même plutôt, pour qu'il épaississe doucement. Donc on allait installer un processus d'épaississement, pendant que l'architecture, elle resterait évidemment dans son état normal, et puis arriver avec les années, espérait-on à l'époque, parce qu'il était question que son installation dure longtemps, à quelque chose de très épais, où les portes sont engluées de peinture, boursouflées, comme des vieilles fenêtres qu'on n'a pas repeint, ou qu'on a repeint depuis des années. Et donc installer cette médiocrité esthétique comme esthétique, puisque au fond, quand on a des vieilles fenêtres très peintes, en général on essaie de les gratter pour les retrouver un peu fines. Là c'était un processus inversé. Donc on peut passer les photos suivantes assez vite pour exprimer ça. Là on voit l'émergence du cube au premier étage, et ça monte sur les radiateurs, sur l'escalier, enfin, ça détermine une zone qui correspond à ces fameux 6 mètres. Et là c'est pareil, on avait un processus d'épaississement qui allait s'installer petit à petit dans l'architecture. La suivante. Voilà, j'ai mis ça juste après parce que je crois que c'est dans la continuité du concept qui m'a permis de mettre en place avec l'équipe de Viguier-Jeudry et Patrick Charmant en particulier le pavillon de la France de Séville. Et là on va parler de sculptures incluses et de temps relatif aussi, mais qui sont des sculptures absentes. Donc le premier dessin qu'on avait fait, c'était ça, c'était l'absence d'un pavillon, c'est-à-dire l'absence dans la terre, c'est plutôt le ciel, donc on avait mis un petit carré de ciel, et puis une petite puce électronique qui était le jardin, qui devait alimenter ce ciel. Donc ça c'était le premier dessin, c'était le concept brut, qui s'est transformé, la suivante s'il vous plaît, enfin qui ne s'est pas transformé tout de suite, d'ailleurs qui a achevé sa mise en place dans le premier tour, pour mettre en architecture l'absence, c'est-à-dire pas grand-chose. L'absence en architecture, c'est pas facile à signifier, mais donc c'était l'idée d'un carré bleu, d'un carré de ciel bleu dans le ciel bleu, et puis d'une surface à l'ombre simplement, avec des ventilateurs. On les voit un tout petit peu, ils sont effacés, je suis désolé, mais il y avait des chaises, des ventilateurs et des téléphones et des fontaines sur un grand carré de verre, qui permettait aux gens de se rafraîchir, on se rafraîchissait, on venait se rafraîchir dans la surface du pavillon de la France. Alors en dessous, la suivante, on avait tout un mécanisme, c'est un dessin qui est un peu décalé dans le temps, parce que c'est un dessin qui s'est mis en place en termes critiques au niveau du deuxième tour. Donc je n'ai pas retrouvé le premier dessin, mais il explique pourquoi ce pavillon était si absent, fait si fin en tout cas. C'est qu'au fond, toute la stratégie d'architecture qui déterminait la forme et le sens était liée à cette caméra que vous avez en haut du toit, qui n'a jamais existé finalement, mais qui aurait dû exister, et qui enregistrait l'état du ciel 24 heures sur 24. Donc on avait un magnétoscope qui était dans le pavillon et qui rediffusait l'image du ciel 12 heures après, et qui donc permettait d'installer ce temps relatif entre ce qu'on appelait le puits d'image, donc ce trou sous le pavillon, qui était une projection vidéo mémorisée,
et puis l'état du ciel réel. Donc au fond, on avait simplement un pavillon qui n'était que la mesure du temps, ce que je trouvais au fond assez universel, sans vouloir faire du discours polémique, on pouvait évoquer l'universalité assez facilement. La suivante. Donc voilà, on a fait des tas de petits dessins qui étaient l'illustration de ça, où on voit le lever du jour, la tombée du jour en même temps. Et évidemment, cette installation vidéo mémorisée devait permettre de pouvoir faire passer en direct toutes les informations, toutes les choses qui permettaient de donner la présence, je dirais, du direct en complément de l'image simplement temporelle, comme ça. Donc voilà, le pavillon de la France, c'était pas autre chose, c'était juste ça. Il y avait ce concept absolument radical qui prétendait que, au fond, vouloir de la culture dans une exposition universelle, c'était un peu idiot, et que la seule culture que je pensais pouvoir mettre, c'était cette mesure du temps. Évidemment, ce n'était pas suffisant pour le pavillon de la France, ça a été remplacé par des films, et on peut passer la suivante. Et cette image qui devait faire que les gens traversaient simplement l'état du ciel a été remplacée par d'autres images beaucoup plus Rambo, on va dire. Alors il y avait l'aérospatiale, il fallait vendre des hélicoptères, enfin on rejoint un petit peu ce que je vous avez dit tout à l'heure. Et c'est vrai que la poétique comme matériau de construction est assez difficile à placer. Enfin, on n'a pas forcément un client qui vous porte jusqu'au bout, et peut-être que c'était effectivement pas tout à fait l'endroit. Mais enfin, c'est pas moi qui ai choisi de gagner le concours, on l'a fait, il a été choisi. Moi j'ai cru en étant choisi qu'on pourrait développer le concept intégralement. Ça n'a pas été le cas, on a été obligé de fabriquer de la publicité, de fabriquer de la représentation, de fabriquer du commerce. Au fond, je crois que les expositions universelles sont faites pour ça, quoi. Donc peut-être c'était une chimère que j'ai poursuivie en voulant imposer une abstraction poétique. Voilà, après la photo suivante, j'ai mis juste une petite image pour que vous voyez ce que ça a donné. Donc le pavillon était assez réussi, mais on va dire esthétiquement, comme ça, plastiquement. Je ne parlerai pas d'esthétique parce que l'esthétique serait quelque chose de plus complet, mais dans sa plasticité, il était assez beau, mais il n'avait plus rien à dire. Enfin, donc c'était un objet absolument vide de sens, désossé. Et il en est resté tous ces artifices entre le miroir qui doit cacher la montagne d'exposition qu'on a dû mettre quand même derrière, le jardin qui était la petite puce est devenu le bâtiment d'administration. Enfin, toute une série de modifications ont fait qu'on a... Je dirais que le bâtiment a résisté à peu près correctement à l'invasion de la communication au sens large du terme pour affaiblir son sens poétique. Il est resté cette impression d'absence quand même assez forte, mais qui n'avait plus d'appui. Mais moi je crois vraiment que dans cette idée d'architecture, l'appui du sens c'est quelque chose d'essentiel. Quand on arrive le sens d'un bâtiment ou le sens d'une forme, il faudrait mieux changer de forme. En réalité, on n'a pas de raison de continuer à dessiner des automobiles avec des roues si tout d'un coup on trouve la sustentation électromagnétique. Donc on changera la forme des voitures. Là, il y avait une forme qui était purement abstraite, purement virtuelle, on va dire, qui correspondait à la nécessité de ne pas faire d'architecture pour exprimer l'absence de message, l'absence de forme exprimée, communiquée. Et dès l'instant où on remplace l'absence de forme par une surcharge de messages, au fond, il n'y avait aucune raison de garder ça. Mais enfin, c'était trop tard. Dans l'architecture, on n'a pas toujours le temps de changer comme ça au dernier moment, d'un coup de baguette magique. Donc on a continué la forme du bâtiment, il a perdu son sens. Voilà, on peut passer à la suivante si vous voulez. Ça c'est autre chose, c'est une... vous voyez, on a fait une petite incursion dans l'architecture, bon, je vais y revenir un peu quand même, il y a d'autres concepts que je veux mettre en place pour essayer de faire passer voilà, simplement ce que j'ai envie de vous dire ce soir. Donc là, c'est une sculpture incluse dans un bâtiment moderne, c'est-à-dire que c'est chez Bonnet-Saunier, à Rozay-en-Brie, dans un lycée technique qui est fabriqué. Ça, c'est le premier projet, donc j'ai posé cette idée que les quatre coins de la cour, parce que c'est un lycée avec une cour carrée, soient prises par quatre sculptures qui sont exactement, évidemment, des coins du bâtiment, mais où on remplace la matière verre, aluminium et béton, en l'occurrence, par de l'aluminium doré, du laiton et des choses nobles, enfin on va dire, belles.
parce que les œuvres d'art, il faut que ça soit beau, il faut que ça brille. Donc la photo suivante, s'il vous plaît. On a installé voilà, cette sculpture qui a 1,50 m au sol sur 6 mètres de haut. Et donc il y en a 4, il y en a une à chaque coin de la cour. Et on va pouvoir, sur les photos suivantes, voir l'imbrication voilà, de cette sculpture qui finalement transforme des banalités d'architecture en œuvre d'art. C'est-à-dire qu'au fond, la plinthe, le joint d'étanchéité, le meneau de la fenêtre deviennent œuvre d'art. La suivante, s'il vous plaît. Là, c'est dans les sanitaires. On a eu de la chance, ça ne tombait pas sur les sanitaires, mais c'est tombé sur le radiateur. Et au fond, voilà, on a transformé l'empreinte, l'emprise de cette œuvre en or, avec du laiton et de la peinture dorée à la feuille. Enfin, je crois que c'est très, très, très bien fait, c'est magnifique. Et donc, au fond, on voit que tout d'un coup, la simple surimpression d'une pensée sur un objet banal peut transformer cet objet banal en quelque chose d'assez extraordinaire. La suivante. Voilà, ça c'est un autre coin dans la cantine, je crois, avec le radiateur, enfin les tuyaux, tout ça devient un peu incongru éventuellement, mais assez beau, enfin chaud. Et surtout très étrange parce qu'on ne voit pas bien la rupture. Là en photo c'est, on va dire, esthétique, en réalité ça l'est beaucoup moins, parce qu'on ne voit pas la rupture entre le continuum du plancher et puis tout d'un coup cette implantation de brillant, d'or qui vient s'installer, est quelque chose d'un peu étrange. La suivante. Alors ça c'est la dernière, c'est les deux dernières qui vont jouer leur rôle de temps relatif, c'est-à-dire qu'il se trouve que la cour n'a pas été faite jusqu'au bout, le bâtiment n'a été fait qu'à moitié, pardon, et donc on a deux sculptures que j'ai voulu faire malgré tout, qui nous ont un peu ruinés, mais je suis content de les avoir fait quand même, et qui attendent que le bâtiment vienne les rejoindre. Donc c'est les deux coins de la cour qui n'est pas construite, et qui sont des sculptures excluses, j'ai appelé, et donc qui sont exactement le morceau du bâtiment qui manquera quand on construira l'autre morceau. Alors, en même temps, comme je ne sais pas dans quelle mesure le bâtiment va se refaire, parce que souvent on change d'architecte, on va en prendre un autre, on va refaire un autre concours, j'ai écrit un petit protocole d'accord avec la DDE, puisque c'est la DDE qui dirigeait ça, pour qu'on maintienne cette œuvre sur place et que l'architecte qui devra relier le bâtiment, si le bâtiment se fait un jour, soit tenu d'englober cet objet, comme un kyste, un peu. Enfin, donc de tourner autour, soit de se raccorder s'il a l'envie, mais soit de l'englober dans un construit et de faire un témoin sur le temps qui a passé, quoi. Donc on voit comme quoi au fond, ce petit morceau de raisonnement peut faire témoin dans le temps. La suivante. Ça, j'ai mis une peinture comme ça, c'est pour vous montrer que moi-même, dans mes peintures, je coupe. C'est-à-dire que je fais des tailles sévères entre des peintures d'années différentes que je recoule avec des scotch. Et donc ça c'est, je sais pas, je dis deux chiffres au hasard, mais c'est 87 sur 88 par exemple. Et donc en faisant ça, je propose qu'on accepte que la qualité plastique des choses ne soit pas simplement globale, mais qu'elle soit, dans une pensée globale, fractionnée par plusieurs éléments qui ont des esthétiques ou des rythmes très différents. La suivante. Voilà, une autre peinture. La suivante. Ça, je crois qu'on comprend très bien la transition, c'est-à-dire que cette exposition a permis de mettre en place une accumulation insensée de toutes les esthétiques, toutes les plasticités existantes, avec un ordre déraisonné, on va dire, parce que je ne crois pas qu'on voit souvent un frigidaire à côté d'une voiture et un fer à repasser sur un fauteuil. Enfin, c'est des objets qui ne se côtoient pas toujours, en tout cas pas visuellement et directement. Et au fond, ça marchait très bien parce qu'on dégageait de ça une espèce de continuité qui fait comprendre pourquoi chaque objet s'appuie sur un autre. Il n'y a pas de création spontanée, quoi. Les gens qui disent « j'ai inventé quelque chose, j'ai inventé une forme sublime », je crois qu'ils se trompent quand même assez violemment. Il n'y a pas de forme comme ça, innée. Tout est issu de quelque chose. La suivante. Alors là, dans le genre issu de quelque chose, on a une installation que j'ai faite à Alès avec un très bon ami sculpteur qui s'appelle Marcel Roblin.
Je regrette qu'il ne soit pas là parce que ça m'aurait fait plaisir, mais il habite maintenant Nîmes. Et donc c'était la question de Alès, ville communiste qui, on va dire, se désagrège un peu en termes industriels et pensait que ces mines de charbon qu'on voit derrière, là, qui sont le terrible, le dernier souvenir de son activité, soient fermées il y a maintenant une dizaine d'années. Et donc il voulait se reconvertir dans la micro-informatique et les éléments miniaturisés. Donc on avait lancé un concours, ils avaient lancé un concours d'intervention sur un carrefour à l'entrée de la ville. Et on avait proposé ce terril, puisqu'il a exactement le même profil, la même pente, avec des fibres de carbone et des catadioptres. Donc on a un terril abstrait, absolument virtuel, très très transparent dans la journée, pratiquement invisible, et qui la nuit, la suivante s'il vous plaît, s'allume uniquement par les phares de voiture. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le passant, l'automobiliste qui illumine sa propre architecture d'entrée, et qui fait que cette forme qui n'en a pas devient tout d'un coup assez étonnante, enfin vivante. Et quand la voiture s'éloigne, la suivante s'il vous plaît, on a les feux rouges voilà, qui s'allument dans les catadioptres, donc au fond, on a une espèce de paysage où le terril qui faisait des escarbilles fait toujours des escarbilles, mais avec simplement un petit stratagème de transposition. La suivante. MEMAC. Alors MEMAC, c'est un projet qui a fait beaucoup d'expositions déjà, mais je vous le montre parce qu'il rentre dans la logique que j'essaie d'installer petit à petit sur l'inclusion dans l'architecture d'une pensée étrangère, transversale. Et donc là, on a dans cette abbaye où il y a le Centre d'art contemporain de Caroline Bissière, qui est dans l'aile que vous voyez juste en face. Là. Cette maison du notaire qui était à vendre, qui est moche comme tout, enfin qui a un côté un peu médiéval 19e, l'envie d'étendre ce centre. Donc on m'a demandé un petit projet que j'ai fait très vite, qui on va voir sur la photo d'après, que vous connaissez beaucoup, pour beaucoup, et qui était la relation entre l'ancienne donc, abbaye et puis la maison du notaire par un objet global dans lequel j'ai tout inclus. C'est-à-dire que là, c'est plus de la sculpture incluse, c'est de l'architecture incluse dans un ensemble assez fort, puisqu'il est sur toute la hauteur du bâtiment, et puis il va rejoindre la rue qui est derrière par un bâtiment cubique qui permet l'accès des camions, l'accès des œuvres. Donc au fond, là, on a l'inclusion de plusieurs esthétiques ensemble, qui sont d'une part des esthétiques fonctionnelles, des esthétiques de mémoire, et puis l'harmonisation par un matériau, on va dire, banal, puisque c'est du polyester gris. Le gris étant déterminé par la couleur mélangée des gris de la ville. Vous savez, quand on mélange toutes les couleurs, ça fait toujours du gris, donc c'est pas fatigant le gris. Et puis il y a toutes les couleurs dans le gris, donc le gris MEMAC, c'était l'ensemble des couleurs de MEMAC qu'on avait fait mélanger. Quoi. Donc au fond, c'était une façon d'échapper à la colorimétrie monument historique. Et puis j'avais fait ces petites fentes qui permettaient que le polyester respire, parce que évidemment c'est étanche, et quand on moule une maison comme un kayak avec du polyester, on n'a plus d'air, on ne respire plus, donc il faut pouvoir faire passer de la lumière avec l'air. Alors la nuit, la suivante, ça me permettait de défaire l'architecture et donc d'enlever des pans entiers de ce bâtiment ancien pour lui redonner une composition qui s'accordait avec la composition de nuit du bâtiment d'à côté, mais qui inventait, on va dire, je ne sais pas si la composition est très bonne, elle est simplement exemplaire, pour montrer que dans cette histoire de double peau, entre la peau intérieure et la peau extérieure, on pouvait installer des espèces de mensonges, on pouvait installer des différences invisibles, impalpables, mais qui m'intéressent parce que justement elles permettent de mentir. Donc je pense que les mensonges c'est quand même vachement bien. Enfin, il n'y a pas d'architecture sans mensonge à mon sens. Et peut-être que si on s'ennuie un peu dans nos architectures modernes, c'est qu'on a un peu oublié qu'il fallait mentir, que l'homme a besoin de mentir, qu'on a besoin de mentir pour revivre. Je ne dis pas de raconter des bobards du matin au soir, mais quand je dis mentir, c'est se cacher un peu, quoi. C'est-à-dire ne pas être tout le temps en vitrine. Et je me demande souvent si, je ne sais pas, cette espèce de rétrécissement des peaux n'est pas
inversement proportionnelle à cette incapacité qu'on a de mentir. C'est que maintenant, il y a quelque chose de très bizarre. Je trouve que dans cette volonté délibérée d'amincir jusqu'à la peau de verre, qui ne permet plus de mentir sur rien du tout, on a éliminé avec le numérotage, avec les prises de sang, enfin je sais pas, on a tous des numéros qui se baladent quelque part. Est-ce que l'architecture n'est pas un peu non plus dans cette idée de réduire à néant le besoin de se cacher, le besoin de faire autre chose, le besoin de dire qu'on est là alors qu'on n'est pas là, ou réciproquement, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve très inquiétant dans cet abandon de l'épaisseur. Et à partir de ce projet, je crois, avancé pas mal sur cette idée. Donc on va regarder comment on a pu mettre de l'épaisseur un peu dans ce qu'on essaye de faire. La suivante. Ça, c'est un projet sur, c'est pas très net, voilà, sur l'U. C'est à Nantes, c'est dans l'ancienne usine Lu. Et Jean Blaise, qui est le directeur comment s'appelle-t-il, des Allumés de Nantes, qui est un festival renommé maintenant, qui fait des concerts magnifiques sur un jour, 2 jours, 3 jours de Schubert, enfin bon, du rock'n'roll, tout ça en même temps, enfin c'est assez dingue, on va dire, mais avait commandé ce concours. Donc je l'ai perdu, c'est Bouchin qui l'a gagné, et je trouve ça très bien, mais c'est vrai que je regrette un peu quand même. Et on a proposé cette espèce d'agglomération de bâtiments, puisqu'en fait il y avait, en dehors de la manufacture qui existe toujours, des sheds anciens, un grand bâtiment en courbe avec la tour, une série de fonctions qui n'avaient absolument rien à voir en termes de représentation. Donc on va, je crois, sans difficulté voir la salle de rock qui est à gauche, qui est ces grands machins noirs, avec une capacité de mouvance esthétique, dans la mesure où elle permettait, la peau extérieure, c'était une double peau sur béton préfabriqué, avec un béton assez en bois, enfin béton en fibre de bois. On pouvait installer assez facilement tout un processus de découpage pour installer à chaque concert une nouvelle petite ampoule pour que le bâtiment devienne finalement une espèce de passoire d'ampoules de couleurs qui représentait les noms des chanteurs ou des groupes qui viendraient chanter, quoi. Donc au fond, on avait une espèce d'émergence petit à petit dans cette peau d'un agglomérat, d'un hasardeuse, avec un processus très simple. Je crois que pour ceux qui connaissent des gens comme Claude Ruteau, on a très facilement accès à la détérioration avec un processus un peu mathématique, aléatoire, de l'emplacement d'une enseigne par rapport à l'angle. Enfin bon, on peut aller très loin dans ce genre de choses. Ça ne se voit pas quand c'est fait, ça guide simplement la personne qui le fait. Donc il y avait une part ouverte là-dessus. À droite, un peu, on voit l'administration, qui est cyan, magenta, jaune, noir et blanche. Et là, c'est un petit clin d'œil à ce que j'appelle mes monochromes gris, parce que vous savez que le gris en photocopie maintenant, c'est le cyan, magenta, noir, jaune et blanc, qui sont en tout petits pixels, et donc ces 5 couleurs mélangées harmonieusement font un gris. Et comme pour moi l'administration est un peu grise, je vais proposer qu'elle soit logée dans du gris, mais avec très gros pixels, on va dire. Donc il n'y avait pas... pour moi, ce n'est pas le hasard, c'est pour dire que l'administration... Alors pour être gentil, on va dire la matière grise, par exemple. Mais la matière grise était appuyée sur les loges d'artistes qui étaient rouges. Ça, c'est assez banal. Et puis à droite, on avait la crèche pour les enfants qui venaient se loger dans un bout du bâtiment qui était scié, qui était la fin du bâtiment existant, qui devait de toute façon être scié pour laisser le passage des voitures, et qui était rempli par des petites maisons hors d'échelle, en décor de théâtre, pour que les enfants puissent être à leur échelle. La suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, du côté du pont qu'on va monter au-dessus des voies ferrées, il y avait le bout de la salle de rock avec une grande fenêtre, avec ces écrans, vous savez, en télévision très très forte, là, avec des ampoules, je ne sais pas comment ça s'appelle, un cyclotron, je crois, et qui permettait d'avoir en direct l'état de tous les points avec lesquels le centre d'art était en relation, et donc on avait une espèce de météorologie culturelle qui était ouverte sur la ville en permanence. Donc voilà un peu les intentions du bâtiment. La petite aile qui monte, c'est pour le bruit, et les enseignes lues qui s'envolent, c'est pour dire qu'on va commencer à revivre un peu, quoi. Suivante.
Là, la fenêtre. Et on peut faire des choses un peu étranges avec pas grand-chose. Finalement, c'était juste du bardage métallique et béton, et puis des petites lumières. La suivante. Dans le genre petite lumière, j'aime beaucoup cette photo. J'ai pas résisté, elle n'a rien à voir, mais c'est un paravent, un pare-feu télévision que je proposais à l'éditeur pour les fous furieux de la télévision. Donc c'est des pare-feux en verre dépoli qu'on met devant la télévision. Donc on peut en mettre un, deux ou trois selon le degré d'insupportable. Et on peut mettre plusieurs télévisions derrière. Donc on a au fond devant soi un espèce de magma de couleurs qui, je crois, est très suffisant pour remplacer l'idée poétique de la télévision. Là, la suivante. Ça, c'est un projet sur Angers qui est un tout petit peu en rapport avec le premier, avec le pare-feu télévision, puisque c'était la rénovation l'extension du musée des Beaux-Arts. Donc on avait un vieux palais, on va dire, déjà bien raccommodé, puisqu'il a 3 ou 4 siècles de différentiel entre les premiers éléments et les derniers, entre 15e et 19e, on va dire. Il manquait la stratification du 20e, et je crois qu'Angers a bien compris ça. Enfin, ils avaient déjà fait tout un travail sur la chapelle David d'Angers avec un architecte des monuments historiques qui était assez exemplaire dans le genre, où ils avaient carrément décapité la chapelle pour mettre un toit en verre avec des charpentes. Enfin, je pense que même si c'est pas à mon goût très réussi, je pense que c'était quand même une idée assez moderne. Donc ils ont continué dans cette idée et ils ont proposé un concours pour que 2 morceaux du bâtiment viennent finir d'un côté à gauche à une réserve, donc une réserve d'œuvres d'art étanches avec climatisation, donc un cube en réalité très, très rationnel, et puis à droite une grande galerie souterraine, c'est-à-dire en niveau de jardin, alors que le bâtiment est en niveau de rue, c'est-à-dire à 7 mètres au-dessus. Donc là, ce que vous voyez en plan, c'est la dalle vitrée en verre dépoli qui laisse entrevoir des réseaux de volets et de gaines, et puis une implantation de sculptures géantes sur le jardin. Donc on peut passer la photo. Alors on voit les 2 corps de bâtiment donc, qui étaient l'enjeu du concours, avec à gauche cette double toiture qui se finit sur une partie gauche, et puis à droite la salle enfouie au niveau du sol haut, mais à niveau du jardin. Donc là, on a joué sur la même idée un peu que cet écran de télévision, puisqu'au fond, on va parler de flou, on va parler d'épaisseur, on va parler de distance, et on va installer dans cette relation d'architecture, la photo suivante, s'il vous plaît, ce que j'ai essayé de montrer sur ce dessin qui n'est pas net, voilà. Au fond, le différentiel entre la peau extérieure et la peau intérieure. C'est-à-dire qu'au fond, on a 2 géométries qui s'affrontent, qui se complètent, on va dire, elles ne s'affrontent pas, elles se complètent. Une extérieure, parce qu'au fond, je me dis, c'est quand même... Je ne me sens pas, enfin alors je ne peux pas être très fort, mais je ne me sens pas du tout capable d'installer un cube en plein milieu d'Angers ancien, où on a des toits absolument magnifiques, avec des géométries gauches, déglinguées, enfin... Rien n'est droit, on n'a pas d'équerre, les murs partent en biais, je ne vois pas du tout comment là-dedans on peut installer un objet mathématiquement correct. Donc on a fait à l'extérieur une forme purement urbaine, donc très mimétique de l'état des lieux qui s'accorde aux maisons et qui s'accorde à l'étroitesse des lieux et qui simplement est en verre dépoli, un peu comme des salles de bain, c'est un verre cathédrale avec des petites fleurs dedans, ou éventuellement un verre plus contemporain. Donc on voit une ossature métallique qui prend des angles en verre aussi. Là, c'est une idée que je traîne depuis longtemps, mais je n'arrive pas à faire sur l'angle qui ne fait pas d'angle, c'est-à-dire qui va chercher ses appuis en retrait de l'angle, avec un verre plié simplement. Et puis des petites parties d'aération et en ombre, légèrement derrière la forme dépolie, la forme du bâtiment qui, lui, est la réponse rationnelle à l'objet rationnel de la chambre de conservation. Ce que je commence à maîtriser un petit peu mieux, c'est-à-dire que ce que j'installe, c'est cette épaisseur dont je parle souvent, et qui va mener à des concepts un peu moins raffinés. Là, on va dire qu'on est dans des concepts très artistiques,
très monochrome, monomatière, élégant, enfin distingué, enfin, on est dans des belles choses. Alors, je pense que l'épaisseur peut aussi abriter des choses plus simples, plus vernaculaires, plus populaires. La seule chose qui venait compléter cette expression d'épaisseur, c'est que la nuit sortait du bâtiment noir, hein, de ce cube noir intérieur, des photographies qui venaient se projeter sur la peau extérieure, et donc avec des dimensions variantes, puisque en écartement entre la peau intérieure et extérieure pouvait aller jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, et se rapprocher parfois à 30 cm. Donc on avait une espèce de peau portée comme ça par des butons très distanciants, et qui permettait de donner cette espèce d'incertitude. Je trouve que la certitude, c'est bien. La prochaine, s'il vous plaît. À la fois, ça fait la polémique de l'Ariège en ce moment, mais c'est un projet qu'on ne fera peut-être pas, je ne sais pas, j'espère toujours. On est bloqué dans l'expectative des conservateurs contre les novateurs, on va dire. Alors, je ne sais pas si le sujet en vaut la chandelle, mais très brièvement, le château de Foix meurt. Alors, le château de Foix, c'est les 3 tours là, que vous voyez en pierre, qui sont au-dessus d'une ville qui est la préfecture de l'Ariège, qui est la plus petite préfecture de France, et qui se meurt, hein, vraiment, parce que le château, pour y monter, il faut monter à pied, on se tord les pieds sur des galets, et la route, maintenant, passe par un tunnel qui rejoint directement Toulouse à Barcelone, et donc on n'a aucune raison de s'arrêter à Foix. On ne voit plus le château de Foix de l'autoroute, et donc le château de Foix, en 5 ans, a perdu carrément la moitié de son potentiel de visite. Donc, sonnette d'alarme, concours, comment on appelle ça, de définition, non, c'est ça, et programmatique et architectural. Donc, on a la chance d'être retenu pour d'être donc lauréat de cet appel d'offres. Et alors évidemment, ils nous demandent de réfléchir sur que peut-on faire avec ce château, est-ce qu'il faut le détruire, le reconstruire, qu'est-ce qu'on fait dedans. Il n'y a pratiquement aucune surface disponible, il y a 150 mètres carrés de salle voûtée à 2,50 mètres, qui était une ancienne réserve pour la prison qui a été démolie. Et ce château avait une longue histoire depuis le XIe siècle, je crois même Xe, où on a vu au cours de son histoire s'élaborer les tours, qui donc au Xe était une tour, au XIIe 2 tours, au XIVe 3 tours, et on s'est dit au fond qu'au XXe siècle on va faire 4 tours. Donc absolument une grosse provocation, vous ne vous rendez pas compte, c'est inimaginable. Et donc on a pour l'instant un refus total sur ce projet, qui pourtant se justifiait simplement par l'envie de faire monter les gens en téléphérique, ce qui, paraît-il, au niveau des tours opérateurs est très porteur en termes touristiques, d'installer dans ce château et dans cette tour nouvelle, qui est la seule structure, on va dire, qu'il faut évidemment calculer, qu'il faut concevoir en termes de résistance, mais qui pourrait prendre les tractions latérales que ne peuvent pas prendre les tours anciennes, qui sont des objets statiques, qui n'ont pas du tout été faits pour la traction en haut sur des tonnes de portée, enfin de poids. Et donc au fond, cet objet ne venait pas par provocation, il venait par nécessité, on va dire, de commodité, de renaissance. Et je crois que le téléphérique c'est bien parce que ça donnait un espèce d'envol depuis la gare qui est elle aussi abandonnée. On avait la possibilité de survoler la ville, de couper l'Ariège, l'Arget, et puis d'arriver par la paravion, on va dire, au-dessus du château qui devenait un objet dans le paysage, puisque la tour fait 10 mètres de plus que le château. Donc pour l'instant c'est arrêté. Sur la photo suivante, s'il vous plaît, on va voir que cette tour avait pas seulement une stratégie de présence, mais m'a permis aussi de développer une autre idée que j'aime bien, qui est de comment rattacher dans la logique de ces objets quelque chose qui n'appartient pas à cet objet. Alors, on a eu l'idée de transposer, c'est une transposition, mais de mouler, enfin, imaginons qu'on moule, aurait été la tour à l'intérieur de la grosse tour ronde que vous avez à droite, qui est la tour Gaston de Phœbus. Elle est de l'intérieur, c'est absolument inimaginable de l'extérieur. C'est qu'on a des formes extrêmement complexes avec des polyèdres distendus qui vont chercher une petite forme de lumière à droite, un panorama à gauche. Enfin,
un escalier en vis, des formes très très complexes, vraiment voûtées. Et donc on s'est dit, on pourrait au fond imaginer qu'on moule l'intérieur de cette tour avec du plâtre, comme on ferait un moulage d'intestin ou d'estomac, et ça va être la structure de la nouvelle tour. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on voit émerger dans la tour nouvelle, là c'est pas très significatif sur la maquette, c'est vraiment une petite maquette d'étude, c'est la structure intérieure qui serait cette espèce d'objet, on va dire hélicoïdal, très multiforme, qui va abriter les fonctions d'administration, de surveillance, de GTC, de régie, d'accueil du téléphérique, enfin toutes les parties techniques ont été font structure et viennent chercher la peau comme sur Angers pour permettre à cette peau un peu diaphane, qui, je ne sais pas ce qu'elle serait encore, elle pourrait aller du métal déployé au plastique polycarbonate là, qui on fait maintenant, qui est très beau, qui est poudré en poudre d'aluminium. Enfin, il y a plein de choses magnifiques dans les matériaux modernes. Et au fond, on aurait pu installer cette espèce d'objet un peu évanescent qui s'appuie sur une relation historique entre l'intérieur et l'extérieur. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée de construire des objets qui mentent, enfin, donc, qui ne sont pas que des objets comme ça extérieurs, où on est incapable de l'extérieur de dire ce qui se passe dedans. Je trouve ça vraiment formidable. Donc voilà, je ne sais pas si on le fera, mais on a un autre projet de remplacement qui malheureusement est beaucoup moins fort, à mon sens, qui est de relier les deux tours par un bâtiment central, avec des grands volets, enfin, bon, qui est assez joli aussi, mais qui n'aurait pas je dirais, le sens de la polémique que celui-là apporte, quoi. La suivante, s'il vous plaît. Dans le même genre, alors vous allez me dire je suis obsédé par le plastique, mais en réalité non, parce que simplement on a envie de faire un truc, j'ai envie de faire quelque chose comme ça qui ressemble à cette lumière et cette absence, et tant que je n'en ai pas fait un, il faudra que j'insiste pour qu'on puisse installer cette mécanique d'absence structurelle, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui serait, on va dire, entre Séville et entre Foix, entre Angers, qui est encore autre chose, parce que c'est un bâtiment formidablement important. Il fait 140 mètres de long sur 60 mètres de large et 20 mètres de haut. C'est le musée du chemin de fer à Mulhouse, qui est une extension du musée existant, qui est collé à gauche de cette grande nef, et qui vient abriter ce que vous voyez là, qui est recouvert de lierre, qui est un ancien petit bâtiment qu'on garde, qui est une rotonde, un peu comme la Madeleine de Proust, et qui viendra s'habiller petit à petit avec des végétations et des choses un peu vieilles, on va dire, du passé, quoi. Donc ils vont enfermer, enterrer ce bâtiment pour que l'autre s'envole un peu au-dessus. Donc l'autre, il est entièrement en double peau, c'est-à-dire qu'on a entre la peau extérieure et la peau intérieure. On peut peut-être regarder deux photos suivantes, si vous voulez. Voilà, on voit mieux ici. Ce que vous voyez à droite, c'est le bâtiment existant, qui est un grand bâtiment à shed, oblique, enfin à gauche. Et donc on vient, les gens arrivent par la gauche sur les deux façades, comme ça, et donc on aura cette espèce d'énorme gelée, comme ça, qui va flotter en l'air, et qui va faire un grand lustre. L'idée étant que la structure est intérieure, évidemment, on voit simplement des petits poteaux à droite qui viennent prendre appui sur le bout de la charpente, et on a un encastrement qui va se loger dans les grosses piles, qui elles aussi sont transparentes, translucides, qui sont sur la gauche. Donc tout ça tient sur une charpente assez classique, qui va se noyer, on va dire, dans l'épaisseur des peaux, puisqu'on a 4 mètres entre la peau extérieure et la peau intérieure. Donc on n'a pas de visibilité claire, on a fait travailler ces plastiques, c'est du polycarbonate aussi en triple épaisseur, pour que leur densité lumineuse soit correcte et translucide en même temps, pour dire comme une espèce de chose laiteuse, qui va laisser la lumière entrer évidemment, mais qui fera que la charpente est complètement absente, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément structurel pour lire le bâtiment. On va être dans cette espèce de lumière globale, et avec des bords qui sont également zéro. On peut passer à la photo suivante. Puisque on a comme à Séville une envie de faire disparaître cette épaisseur. Évidemment 4 mètres, s'il fallait que les 4 mètres apparaissent en tranche, ça serait très très important.
Donc on a une terminaison arrière et latérale qui vient en biseau, si vous voulez, et qui vient en structure en porte-à-faux sur la dernière charpente, abritée jusqu'au tympan qui lui est en verre suspendu. Donc voilà, je ne sais pas faire plus absent que ça pour l'instant dans cette taille. Et on a simplement un auvent devant qui lui est opaque. Vous voyez, alors là il y a un travail sur le déplacement du solaire et qui fait que le rond, tout ça n'est pas par hasard, c'est des formes qui sont contraintes. Le biais n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il faut qu'on passe sous une ligne de tension qui nous interdit de monter plus haut. Et le rond, c'est pour que la lumière puisse rentrer sur le lierre qui va pousser sur la rotonde. Donc en réalité, je n'ai fait que suivre une logique, on va dire, de mise en forme. Et la forme extérieure du bâtiment au bout, c'est le bout du terrain. Là, l'excroissance, c'est une nécessité programmatique de mettre une petite salle sur les quais. Bon, donc on a, avec ce patchwork fonctionnel, abrité, hein, comme un parapluie ou comme une tente, on abrite les choses disponibles, enfin nécessaires. La suivante. Voilà ce qu'on peut espérer de l'ambiance intérieure. Alors c'est une photo de Gaston là, que je trouve assez belle, mais qui n'est pas encore suffisamment expressive, parce que l'ampoule, ça c'est à l'exposition, fait comme s'il y avait un gros nuage au-dessus de la baie, de la nef, alors qu'en réalité, on aura la nef entièrement blanche, et par beau temps ou par mauvais temps, parce qu'on va simplement jouer sur une graduation de la luminosité, quoi. Voilà, Mulhouse. Alors, ce qui me permet de faire un rapprochement avec les autres, c'est que dans cette épaisseur de toiture, on va loger toute la lumière du musée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément apparent. C'est-à-dire que tout est dedans. Et on va un peu comme les Jolly anglaises à mettre des cerises qui nagent dans un espèce d'espace absent et qui vont donner soit des lumières floues, soit des lumières nettes. Il suffit de se rapprocher de la peau. C'est comme une personne dans une salle de bain, si elle se colle à la vitre, on la voit. Si elle se décolle, on la voit moins. Et donc on a cet effet de halo qui peut distancier la lumière, donner des grandes nappes, faire des traits très précis, dessiner des enseignes et éventuellement passer des films. On a sur la suivante, je crois, je vous ai montré un peu sur ce dessin ce qu'on peut espérer de la scénographie intérieure, puisque dans ce plafond, dans cette espèce de magma, comme ça, on va voir se dessiner des éclairages soit ponctuels, c'est-à-dire directifs avec un tout petit trou, soit globalisants avec des reculs, et soit des projections qui viendront de ce que vous voyez dans le milieu du quai, là, qui sont ces vitrines verticales, et qui ont un système de miroir en plafond, qui va envoyer de l'image le soir, hein, puisqu'il est question dans ce musée de faire des visites nocturnes. Voilà, donc on va pouvoir simuler un vol de canard, je ne sais pas quoi, enfin bon, des choses intéressantes en muséographie, mais on a au fond une architecture qui est en même temps support, en même temps absente et en même temps lumière. Donc je trouve ça assez formidable pour l'instant. La suivante. Ça, on s'approche de l'épaisseur, on va dire, de l'épaisseur qui deviendrait abritante, ou de l'épaisseur qui deviendrait plus pauvre. C'est un concours que j'ai perdu aussi, mais celui-là, je regrette vraiment beaucoup, parce que j'aimais bien. Je trouve qu'il nous avait fait bien avancer sur cette perception de la peau intérieure et de la peau extérieure, et de cet espace entre les deux, qui finalement, dans ce projet, est l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture n'est ni l'extérieur ni l'intérieur, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est l'espace entre les deux qui m'intéressait, cette espèce de sculpture habitable. Alors c'est ni une sculpture, ni une œuvre d'art, c'était très banal, parce qu'on est en tôle à ondulé, pas de gamme, genre abri agricole. Il n'y a pas de prouesse technique. Aussi, on est dans des fermes en IPN tout à fait banales. Et on a une petite maison en bois qui est dessous, qui, elle, est construite vous savez, c'est contreplaqué, injecté de plastique, là, maintenant, qui sont lisses comme du métal, et avec des fenêtres au ras de la peau. C'est-à-dire qu'on avait un objet lisse. La maison, comme pourrait la dessiner Wolfgang Leb, pour ceux qui connaissent
cet artiste qui fait des maisons en cire, ou des maisons en riz, ou des maisons en métal avec des choses extrêmement minimalistes. Et donc on avait ce petit bloc de maisons qui venait s'insinuer sous le double toit, on va dire. Alors pour justifier tout ça, il y avait une approche que j'avais trouvée formidable chez Maxime Descombins, puisque c'est de ce sculpteur dont il s'agit, qui est un vieux monsieur qui a 89 ans, je crois, qui est un peu aveugle et qui n'a pas pu voir le concours. Et j'avais visité son atelier plusieurs fois et discuté avec lui, avec une idée extrêmement chaleureuse. Enfin, c'était un personnage formidable. Un veilleur, comme il appelait. Je trouvais ça, ça lui collait très bien, quoi, ça lui allait très bien. Et il avait dans son atelier, à sa fenêtre, une toute petite maquette en papier. Vous savez, 2 papiers comme ça, juste côte à côte, de 20 cm sur 10 de haut, comme un petit tube vertical très long comme ça, avec 2 fermetures de chaque côté, 2 rectangles au fond, face à face, qui étaient posés sur un petit carton comme ça, tout bête, sur plein de poussière, sur le coin de sa fenêtre. Et dans chacun des murs, il y avait des trous qui n'avaient rien à voir les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il avait fait une sculpture qui était une commande pour la clôture d'un terrain, et les trous ne correspondaient pas, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté des géométries et sur l'autre mur d'autres géométries. Alors, évidemment, quand on passait, tout d'un coup, vous allez me dire, c'est vraiment pas le premier à faire ça, c'était très simple. On avait cette sensation vraiment extraordinaire que l'espace, tout d'un coup, c'était la proposition. C'est-à-dire que c'était ni un mur ni l'autre, mais c'était l'espace entre les deux. Et en faisant bouger la maquette devant l'œil, on avait cette espèce de perforation comme ça qui s'installait, qui donnait une idée formidable de transparence, de dynamique. Et au fond, le travail de Maxime Descombins, c'était ça. C'était l'inspiration sur l'espace enfermé, sur l'espace fermé, sur l'espace ouvert, qui tout d'un coup donne du sens et de l'énergie. Il y avait quelque chose de formidable dans son travail. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus parce que je me disais que c'était quand même ça qu'il fallait faire pour lui, que je ne me voyais pas lui faire un bloc massif, bourré de technologie. Donc c'était un brutaliste extrêmement rustique, il tordait des tôles, enfin il n'avait pas du tout le sens de la finition. Et donc on a fait cette première enveloppe qui est une ébauche. On peut peut-être regarder les photos suivantes, s'il vous plaît. Voilà, le principe de la maison, c'est qu'au centre, vous avez la petite maison en bois, qui est une grosse maison. Enfin, c'était la donation de son travail qui était la question du concours, et qui faisait 500 ou 600 mètres carrés sur un terrain en longueur, comme ça, très simple. Et donc, il y avait cette petite maison bien dressée, exactement dans le profil de son atelier, qui était juste au bout. Et autour, on avait les bauches blanches que vous avez vues sur le premier dessin, qui, elles, suivaient le terrain. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dressée, elle était aléatoire. Et donc, avec le profil identique à l'épure, on avait les bauches qui allaient permettre d'installer un double toit, si vous voulez, la suivante, et qui allaient donc suivre les accidents dans les deux sens. Donc vous avez les 2 façades principales, avec à gauche le petit atelier, et puis en pointillé, on voit dessous la maison dressée qui vient se glisser sous le double toit. Donc cette espèce de distance comme ça, très aléatoire, au fond, parce que je ne savais pas quel était le terrain. C'est un travail qui a été fait assez vite, comme tous les concours, la suivante. On a fait une proposition et on devait donc de l'intérieur de la donation ou du petit musée percevoir l'aléatoire des perforations et des accidents de la peau extérieure. Ce qui m'intéressait dans cette relation, c'était de maîtriser la lumière. Donc je me suis rendu compte qu'au fond, avec ça, je pouvais jouer, sans que ça se voie, s'il vous plaît, avec le travail de la lumière sur les œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on pouvait proposer... Alors la maquette est un peu de traviole, je suis désolé, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert déjà. Mais on voit ici, entre la partie sud, donc la partie nord, pardon, excusez-moi, qui a des gros trous,
Et la partie sud, qu'on ne voit pas, mais qui a des petits trous, on pouvait mesurer, enfin, donc j'avais proposé que le percement de ces pots soit calculé en fonction de certaines positions de sculpture. C'est-à-dire qu'il tenait très particulièrement à des sculptures, et on avait la possibilité avec ce mécanique d'aller chercher, tel jour à telle heure, une petite lumière sur telle sculpture. Il ne me reste plus que 5 minutes, c'est ça? Alors vite. Alors la suivante, pardon. Voilà, donc on voit comment peut marcher la lumière là-dedans. Et entre les deux, on devait laisser pousser tout. C'est-à-dire que j'avais demandé à ce qu'il n'y ait rien d'entretenu entre les deux pots. C'est-à-dire qu'on installe les ronces, les orties, tout ce qui pousse à la campagne, puisqu'on est dans un champ, un brut. Et j'avais proposé cet envahissement. S'il vous plaît, la suivante. Voilà, pour que petit à petit, cette grande ébauche devienne une espèce de nid, de cocon, enfin ce qu'on veut. Voilà. Donc après, évidemment, quand je fais ce genre de choses, je ne contrôle pas l'esthétique, c'est-à-dire je lance l'objet jusqu'à un certain niveau, et puis après, je ne sais pas, je laisse au temps la décision de modifier ou de détruire éventuellement la qualité de l'objet. La suivante. Ça annonce le son-port. Alors le son-port, c'est une très très vieille peinture. Ça, je veux dire que les signes au pochoir le trahissent. Ça doit faire des années 67 ou 8, ça. Et où j'essayais d'expliquer qu'entre un événement, le temps qui passe et la tentative qu'on peut essayer de faire pour reconstruire l'objet, il y avait des modifications et des perturbations de mémoire impossibles. Donc voilà, là, il y a l'événement au-dessus et la tentative de reconstitution en bas. Et ça, c'est le son-port. La suivante. Voilà, la suivante, le son-port, vous connaissez tous le sujet, c'est le tunnel du son-port qui a fait couler de l'encre au niveau écologique, mais pas au niveau de l'architecture, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On a simplement essayé, autour d'un bâtiment assez lourd, parce que c'est toute la technologie du tunnel, il y a des ventilateurs gigantesques, ça fait un boucan d'enfer, enfin il y a des tuyaux dans tous les sens, de le faire rentrer dans la montagne et de reconstituer la montagne, mais évidemment mal. Donc, le projet, c'était de faire un petit trou et de reconstituer la montagne mal. Parce que moi, je ne sais pas comment était la montagne avant, donc je ne peux pas la reconstituer. Donc on a fait une tentative de reconstitution. Les photos suivantes, s'il vous plaît. Voilà, donc le projet est fini, hein. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'essaye d'expliquer que maintenant, il faut attendre. Voilà, il faut attendre que les talus se stabilisent. Il faut attendre que la végétation pousse. Et il faut attendre que tout ce qu'on devine derrière, là, qui est la montagne de béton, soit avalée par le temps qui passe. La suivante. Voilà, et ça a été beaucoup de travail pour essayer de faire un truc qui n'est pas stable et d'essayer de faire cette espèce de dégradation de l'architecture qui est mal faite, évidemment, puisque, soi-disant, ces creux et ces trous devraient reconstituer un dessin naturel. Alors, c'est absolument raté. On a coupé la montagne et on a juste installé cette petite lumière, la suivante, voilà, qui permet de découper un bord très fin. Enfin, il n'y a pas d'épaisseur non plus là, entre la pierre qui est découpée au laser et puis l'habillage en tôle qui rentre à l'intérieur et qui fait juste l'épaisseur du bâtiment. La suivante. Voilà, la nuit, la photo est floue. Et donc le grand exploit, là, c'est d'avoir réussi à faire des petites escarbilles. Et donc on a la lumière du tunnel qui fuit et qui va permettre de s'envoler, parce qu'il y a cette idée d'un trou dans la montagne qui dégage des objets pas forcément contrôlés. Donc voilà, la lumière du tunnel s'éparpille un peu dans la nuit. La suivante. Là, ça s'éparpille aussi. C'est une façon de dire que je ne sais pas quand est-ce que les choses s'arrêtent. Alors, on va aller vite, là, s'il vous plaît. La suivante, c'est une installation avec 2500 monochromes que j'ai laissé pendant 15 jours dans les fenêtres ouvertes d'une grande salle d'exposition à Angers. Et donc, évidemment, je ne peux pas contrôler grand-chose. J'ai simplement installé les monochromes sur les fenêtres. Le vent et le soleil ont fait le reste. Et donc, toutes les situations que l'on voit là sont des situations esthétiques, mais éphémères. La suivante. Voilà, vous voyez, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que
effectivement, je trouve ça très beau, mais c'est insaisissable, enfin, c'est inexplicable, insaisissable. C'est simplement la logique d'un processus engagé qui fait que ces 2500 papiers qui composent une fois de plus le gris, c'est-à-dire qui sont les 5 couleurs primaires internationales, vont se balader pendant 15 jours et il y en a beaucoup qui sont sortis dehors, enfin ça a été très mal perçu. La suivante. La suivante, c'est la même chose, mais en architecture. Donc là, c'est à Arles. Hein. C'est une surfaçade. J'ai qu'une photo parce que les autres ne sont pas très explicites, mais derrière cette façade en bois, il y a un autre immeuble qui a été construit par un architecte, enfin qui est en train de se construire. Je ne vous dirai pas le nom, mais donc on nous a demandé de faire une surfaçade pour qu'on puisse délivrer le permis de construire. Donc on était un peu emmerdés, on a fait cette proposition de cacher la première façade par une deuxième façade qui vient devant, qui est à 2 mètres de la première, donc qui vient en saillie sur la rue, et qui fait des loggias permanentes. Quoi. Donc on se balade entre les deux, et les gens ont le droit de faire la couleur qu'ils veulent sur les volets intérieurs. C'est-à-dire qu'on a cet embryon de liberté qui s'installe, on peut faire la couleur qu'on veut, et on a un peu comme cette idée des crevés dans les barboteuses de François Ier, là on a l'extérieur qui est maîtrisé, l'intérieur qui n'est pas maîtrisé. La suivante. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'on peut tout faire, il suffit de mettre des trucs ensemble, ça marche très bien. Il suffit d'avoir un ordre, vous voyez, il y a un ordre qui sont les boîtes, et puis il y a le désordre, ça marche très bien. La suivante. Ça c'est une tentative, je vais passer vite parce que je crois qu'on en reparlera à l'IFA dans 15 jours, 3 semaines, sur les maisons, les voitures dans les logements. Et donc voilà, on a fait toute une étude assez complexe qui mène à la grande maquette que vous avez vue au début. Donc est-ce qu'on peut passer les photos assez vite là maintenant, s'il vous plaît? Voilà, qui sont des coupes qui expliquent comment on fait monter les voitures dans les appartements, dans les étages. On a plusieurs plans qui sont des prototypes de plans avec une projection du rez-de-chaussée, la suivante. Et puis pour arriver à cette proposition que j'aime beaucoup, que j'espère beaucoup construire avec EDF, il y a une voiture, ça c'est un gag de l'agence, mais qui n'est pas à sa place. Mais l'EDF nous propose d'étudier avec nous les retombées de la voiture électrique avec la production autonome du logement, avec la cogénération, le solaire, le vent, enfin toute une série de choses, et surtout l'apport du désordre dans l'ordre. C'est-à-dire que là, on a dans l'épaisseur, la suivante s'il vous plaît, dans l'épaisseur de ce bâtiment qui est des grandes coursives sur lesquelles les voitures circulent à partir d'ascenseurs, la possibilité que chacun mette son grain de sel, se réapproprie une part du bâtiment et donc crée une architecture incontrôlée. La suivante. 5 minutes encore, hein, s'il te plaît. Voilà, donc là, on peut passer les vues, on n'est quand même pas au bagne. Donc je continue, on passe ici, on passe. Voilà. On voit que ça peut dégénérer, ça peut engendrer tous les imaginaires possibles. J'ai très envie de faire revenir tout ça dans l'architecture. La suivante. La suivante. La suivante. Voilà, excusez-moi, je finis sur une petite note que j'aime bien parce qu'il faut quand même rigoler un peu. Donc, ça, c'est l'état de la planète pour certains. J'ai 3 photos encore. Donc, c'est des sacs en plastique qu'on maîtrise plus tellement, qu'on retrouve au bout de la planète, mais je les collectionne. Alors, la suivante. Donc voilà, je demande à des amis qui voyagent de me ramener des sacs en plastique. Je les ramasse, je les mets dans des sacs étanches avec des petites annotations qui donnent l'état du sac, à quel endroit il est déchiré, comment on l'a trouvé. Donc vous voyez la petite étiquette là, qui décrit ça. Et puis je trouve que même que comme on est tous amoureux de ces sacs en plastique qu'on utilise tous les jours et qu'on ne refuse jamais, j'ai fait une installation, la suivante, s'il vous plaît, qui permet qu'on puisse faire voler le sac en plastique dans son salon. Et donc, il suffit d'attracher un coin avec un fil et une punaise et un ventilateur, et donc on peut installer une œuvre d'art dans son salon. Voilà. La dernière photo, c'est des souvenirs de voyage qui ne se développeront jamais. Et la dernière, je crois, c'est une sculpture que j'aime beaucoup qui s'appelle Vive la liberté. Voilà, je vous remercie.